fais un malaise. Un peu de sucre. Je te soutiens. C'est bon? Parce que c'est Bonsoir. C'est quand même... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans Quelle Comédie. À chaque fois, on est saisi par ce direct. L'émission Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis Béline Dollard. Arthur Lenoir, que je regarde, est avec nous. Comme chaque lundi, Arthur répond à vos commentaires en direct. Bonsoir Arthur, il fait oui de la tête. Ce soir, invité exceptionnel pour une émission exceptionnelle. Nous recevons Ludmilla Michael. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes... Exceptionnel. Exceptionnel. Vous êtes exceptionnel. Oui, Vous êtes aussi sociétaire honoraire de la Comédie Française. Ah oui. Voilà, quelle joie de vous retrouver ici, Place Colette, dans ce lieu que vous connaissez mieux que personne, que vous avez arpenté pendant... Mais que 20 ans, années. 20 ans, c'est pas beaucoup quand je vois que certaines actrices, camarades que j'avais à l'époque, sont restées 40 ans. Moi, ça m'a semblé 20 ans déjà quand je suis partie. Énorme, mais c'est rien, 20 ans. Finalement, c'est passé assez vite. 20 ans, c'est passé Oui, vite. oui, non, mais ça me... Voilà, mais comparativement... C'est passé si vite. Oui, c'est passé incroyablement vite, oui. Et quand vous arrivez ici... J'ai le trac. Ah. Oui, j'ai le cœur très serré. Là, vous avez le trac. Oui, j'ai le trac, oui, bien sûr. Parce que les souvenirs sont... Enfin, c'est comme hier. Cette place Colette, voilà. L'arrivée dans la loge. De toute façon, avant, tous les alentours d'un théâtre, moi, me donnent le trac. Je sais pas comment tu es, toi. Il suffit que je vois théâtre, il y a tout d'un coup... Vous avez un nœud à l'estomac. Oui, les gens Une qui émotion. tremblent, une émotion, oui. C'est douloureux et après, c'est si merveilleux. Bon, il y a ce passage obligé d'une forme de souffrance physique. Enfin, voilà. Que vous avez toujours eu. Toujours. Oui. Pire. Parce que ici, quand je suis arrivée, c'était terrible. Vous êtes arrivé à 18 ans. Au 19, 19. je vais pas me rajeunir. Mais c'était un autre... En fait, j'ai connu le passage entre avant 68 et après 68. Et c'était... L'ancien monde et le nouveau l'ancien monde, mais qui était merveilleux aussi. J'ai adoré le nouveau monde, mais j'ai beaucoup de gratitude pour ces acteurs, je sais pas, qui étaient... Voilà. Plus près de Sarah Bernard que... Qui étaient des institutions, presque. Oui, tout à fait. Qui étaient... D'abord, les femmes étaient extrêmement élégantes, extrêmement parfumées, incroyables. Annie Ducot, enfin, je sais pas, voilà. Et moi, j'arrivais... en plus, toute ma génération est entrée après, parce que je suis rentrée assez vite au conservatoire, donc j'étais un peu plus jeune, donc j'étais un peu isolée. Après, il y a eu un engagement de moins une dizaine de gens de ma génération, donc je me suis sentie moi seule. Mais au début, je suis arrivée mais comme un ovni ici. Mais ils ont été très très gentils. Mais c'est une chose qu'on ne peut pas décrire, cet ancien monde. Je parlais en venant là de la cafétéria, que je trouve très jolie maintenant, mais au moment où il y a eu une cafétéria, avant il n'y avait pas de cafétéria, en fait on téléphonait de la loge, du téléphone, dans le couloir pour dire Henri, apportez-moi un thé, s'il vous plaît, avec des petites tartines toastées. Et donc il amenait à chacun dans la loge soit un jus de fruits, soit un thé, soit un café, soit éventuellement une petite tranche de jambon. C'est inimaginable, cette chose. Enfin bon, on va pas, c'est pas, le sujet n'est pas là. Non, mais dans tous les cas, cette chose, ce passage, oui. Mais j'ai beaucoup de tendresse pour cet ancien monde que j'ai connu, et le nouveau aussi, évidemment. Je dis Sandre, alors vous faites partie du nouveau monde. Oui, du vous nouveau êtes monde. Ouais, bonsoir. Ouais, vous êtes bonsoir. le 536e sociétaire. Oui. Et vous faites régulièrement l'amitié de participer à ce programme. Je crois que vous êtes notre plus fidèle abonné, ce qui n'enlève rien au plaisir de vous recevoir ce soir. Ah bon, j'espère. Alors pourquoi vous a-t-on réuni? Grand mystère. Il ne vous aura pas échappé, à vous qui nous regardez, qui nous écoutez, et à vous deux, bien sûr, que la Comédie Française, à l'initiative de son administrateur général, ambitieux, Éric Ruff, Éric et sa troupe s'est lancé dans le projet du soulier de satin. Voilà, la Comédie Française monte le soulier de satin sur 4 semaines, 4 journées, dans le format du théâtre à la table. Samedi 8 mai sera présentée la 3e journée, dirigée par Thierry Ancis. Il y a donc déjà eu 2 journées. Le soulier de satin, cette tragédie sentimentale, fresque conquérante je dirais aux accents shakespeariens, et cet objet théâtral mythique que vous connaissez bien,
tous les deux, plus de 9 heures de représentation, une distribution pléthorique et un précédent historique dans l'histoire théâtrale, mais dans l'histoire de la France contemporaine aussi, sa mise en scène dans une version quasi intégrale par Antoine Vitez. Nous y voilà, le 11 juillet 1987, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, vous êtes Prouez, Nina Michael, et vous êtes Rodrigue, Didier Sandre, 12 heures de théâtre, en tract compris, une expérience artistique et humaine pour vous, les acteurs, la troupe, et pour le public, unique. Voilà, c'est dessiné autour de cette mise en scène, de cette œuvre croisée de Claudel et Vitez, avec cette troupe dont vous étiez une forme de mythologie, dont vous êtes tous les deux, sont peut-être à vos corps défendants, sans doute, à la fois les dieux et les gardiens. J'imagine que vous ne vivez pas tout cela avec cette conscience-là. J'imagine que cette expérience-là vous réserve des souvenirs intimes, charnels, concrets, réels, qui sont loin de la mythologie. Et voilà, et tout ça a débuté il y a 34 ans au théâtre de Chaillot, pendant les répétitions. Quels souvenirs sont les vôtres du Soulier de satin, mise en scène par Antoine Vitez en 87? Qui commence? Vous parlez de l'aspect voilà, vous parlez de l'aspect mythologique que c'est devenu, mais évidemment, voilà, c'est devenu ça. C'est devenu, au moment où on le faisait, on n'avait aucune idée de ce que ça allait devenir. On a cru que ça allait foirer, on n'a pas pu répéter, on n'a pas pu faire de filage. Il faisait un froid de canard le jour de la première de la première journée. Les éléments de Yanis Kokos étaient tombés par terre. Il y avait une espèce de cabale parmi les machineries dehors. Déjà dans Avignon, on attendait le cassage de gueule super de cette ambition folle de monter cette œuvre catholique et chrétienne dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Voilà. Où on avait l'impression de donner un soufflet à Jean Villard. Dans les années 80, Claudel n'est pas le plus populaire des auteurs. Voilà, c'est encore considéré comme un auteur catholique de droite, représentant de l'État français, d'un certain État français de l'entre-deux-guerres. Comme ça, donc il a pas très bonne presse. Un livre midable. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Donc vous ne démarrez pas directement dans le mythe. Vous êtes dans l'approximation, les petits moyens, parce que c'est une grosse production, il y a une grosse distribution, mais il n'y a pas de grands moyens. Oui, exactement. Et vous répétez dans cette petite, je crois que c'était une salle tout à fait modeste à Chaillot, scène après scène. Oui, on avait investi à peu près tout Chaillot parce que il y avait très peu de temps. 4 mois, un peu plus. 4 mois. On a 4 mois quand même, oui. Oui, mais Antoine était aussi directeur du théâtre de Chaillot, donc était très pris par sa fonction administrative. Et les heures de répétition, pour lui, étaient des heures de détente. Donc, qui commençaient en général par des imitations, par nous raconter ou nous mimant ce qu'il avait vécu dans les bureaux ou dans les réunions syndicales, ou etc. Donc, et une fois qu'il avait été... Oui, c'est vrai. Et une fois qu'il avait... Est-ce que ça vous détendait, ces imitations? Plus ou moins, parce que quand on savait que la tâche était énorme, en particulier pour nous deux, et que, bon, à partir du moment où on est prêt pour répéter à 14 heures, même si son entrée en matière était virtuose et assez géniale, on attendait quand même un peu le moment où ça allait démarrer, et parfois quand on attendait trop, on n'avait plus envie non plus, parce qu'il y a quelque chose qui s'était consumé de soi. Donc il fallait remettre du charbon pour rallumer la machine. Hein, tu te souviens? Oui, de tout. Mais c'était effectivement un grand imitateur. Et il y avait Yanis qui l'imitait merveilleusement. Je ne peux pas parler du Soulier sans penser à Yanis. Bien sûr. Et à Vergis pour la musique, mais Yanis fait partie intégrante. Effectivement, le jour de la première et la scénographie, je parle de la première à Avignon, mais je ne sais pas si tu te souviens, on sortait pour aller faire une interview, journal de TF1 à Aix-en-Provence, et on a traversé l'hôtel de l'Europe, et tout d'un coup, mes cheveux se sont mis à se lever. Le Mistral s'était levé, car la veille, tout était calme, et ça a commencé le jour de la première. Et tu parles effectivement des éléments, mais
il y avait je me rappelle dans la première journée, je voyais les accessoires qui glissaient comme ça. La première scène avec Robert Renucci, avec Camille, c'était horrible. Il y avait à la fois le Mistral, le décor qui bougeait, et effectivement le sentiment qu'on n'était pas attendu, qu'on était attendu au tournant, quoi. Ah oui, c'était terrible, ça. Hein, oui, ça, c'est quand vous arrivez après les 4 ça, mois c'est Avignon, de répétition. Voilà. Oui. Mais ces répétitions, vous dites que vous n'avez pas fait de filage. Alors un filage, c'est le moment où on fait toute la pièce. Oui, où on se rend compte à peu près de ce qu'on est en train de fabriquer. Vous n'avez finalement pas vraiment d'idée de ce à quoi ce que vous étiez en train de faire. On n'avait pas le temps, de se regarder faire, il fallait faire. Donc vous enchaîniez les répétitions de scène. On enchaînait les répétitions. Et vous les mettiez de côté en les retrouvant 2 mois après à Avignon, c'est ça? Je comprends pas ce que En fait, vous répétiez une scène, oui. Elle était répétée, vous passiez à la suivante, oui. Et celle que vous avez répétée précédemment, vous la retrouviez à Avignon. Oui, alors on se retrouvait entre nous voilà. Dans les couloirs. Chaillot, c'est grand, c'est génial, c'est plein de salles de répétition sauvages. Donc je me souviens de séances de répétition où on se disait le texte, où on récapitulait. Vous savez, Antoine avait une façon très particulière de diriger les acteurs, parce qu'il ne nous dirigeait pas. Il nous racontait. Il nous racontait Claudel, il nous racontait Plouez, il nous racontait Rodrigue, il nous racontait Rosalie Vetch, il nous racontait Paul Claudel, etc. Et bizarrement, il ensemençait le terrain, la sensibilité, l'imagination, la connaissance de l'œuvre, de l'auteur, du phrasé, de ce que c'est qu'un verset. Et donc, il parlait beaucoup. Et quand on n'est pas habitué à Antoine, on a l'impression qu'on ne répète pas, qu'on piapiate, qu'on n'arrête pas de faire de la conversation, et puis... Et en même temps, on se rendait compte qu'on était ensemencé et que quand on reprenait l'apprentissage du rôle, tout ce qu'il nous avait dit, évoqué, etc., fleurissait. Tout à fait. Il vous permettait Mais moi, je pense qu'il vous adore de cette langue. Je pense qu'Antoine avait une qualité absolument... Il n'est pas le seul, hein, mais je pense qu'il adorait les acteurs. Oui. Mais réellement, on dit souvent j'adore les acteurs. Il avait une vraie adoration pour les acteurs. Et ce regard de metteur en scène sur vous, connaissant très bien, perçant à jour aussi nos faiblesses, nos manquements, nos hésitations, tout. Il aimait tout, il prenait tout. Et ça, c'est magnifique. Donc ça donne une sorte de confiance. Je sais que moi, ça fait partie pour moi de mes grandes rencontres. Grâce à ça, oui. C'est que je pense que j'aurais pu traverser le feu pour lui. Et je pense que s'engager dans le soulier de satin, c'est une folie. On était au-dessus du vide, mais sans même totalement s'en apercevoir. Totalement. Si, le soir, en rentrant, je sais que tout d'un coup, je réalisais l'ampleur. Mais quand on était là, avec lui, tout faisait qu'on ne se rendait pas compte, finalement, du risque invraisemblable qu'on prenait, et même qu'on jouait des rôles si importants. Enfin, moi, je l'ai réalisé... je crois le jour de l'interview, le jour de la première, c'était si... Enfin, je sais pas ce qui était incroyable chez lui, c'est que il n'y avait pas de question de personnage. C'est-à-dire, Prouez, c'était Lumila. Voilà. Empare-toi du rôle, etc. C'est toi, puis c'est tout. C'est tout. Il n'y avait pas à dire oui, mais est-ce qu'elle fait ceci? Non, c'est toi. Donc, c'est la façon dont nous, on allait s'emparer du rôle, l'imaginer, le vivre, le dire. C'est ça qui ferait le rôle en quelque sorte. Je t'ai choisi toi, Lumila. Et à partir du moment où il nous a tous choisis, il n'y avait plus de questionnement. De personnage. Voilà. Et donc c'était une forme de confiance absolue et indiscutable. Oui. Qui vous mène vers cette liberté d'aller jouer ensuite pendant 10 heures avec les entrailles. Une fois, j'étais en train de répéter et je disais mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, je sais pas ce que je dois faire. Et il s'était un peu énervé, ce qui lui arrivait rarement avec les acteurs. C'était tombé sur vous. Oui. Non, il m'a dit arrête de demander ce qu'il faut faire, tu le sais.
je l'ai mal pris parce qu'on attend toujours d'un metteur en scène qu'il vous donne la béquille, qu'il vous dise ce qu'il faut faire, si c'est un pas, si c'est ceci, d'être rassuré tout le temps sur ce qu'on produit ou ce qu'on ne produit pas, ou nos insuffisances. Et on a envie d'être rassuré là-dessus. Et donc, il transférait cette responsabilité que je donnais au metteur en scène, il la transférait chez l'acteur, qui devenait son propre metteur en scène aussi. Tu te souviens de la répétition où on dit « est-ce qu'on doit se toucher ?» dans la scène du point arrière, enfin la grande rencontre. Le temps qu'on a passé tout ça, ça ne l'intéressait pas. Il ne voulait pas rentrer. Savoir si oui ou non il fallait se toucher. Oui, il dit c'est à vous de savoir. Oui. Hein? Et on a essayé, on a beaucoup essayé des frôlements, et effectivement, la vérité, c'est qu'ils ne pouvaient pas se toucher. Souvent, je l'entendais dire « homme de peu de foi », parce qu'on avait quand même beaucoup de doutes. De temps en temps, on disait « mais homme de peu de foi ». Quand il proposait quelque chose, on dit « mais comment on peut faire ?» Justement, comment on va faire ? Mais comment on va faire ? Homme de peu de foi. Effectivement, fallait, je pense, avoir la foi chevillée au corps pour... mais bon, je voulais dire, par rapport à Antoine, il n'imposait pas de choses, mais moi, je trouve qu'il avait un sens inné de cette langue et une connaissance très profonde de la respiration, de l'écriture. Et ça, là-dessus, on pouvait, si on était perdu sur la manière de dire ou de respirer, on pouvait lui demander. Et la réponse, enfin moi personnellement, j'ai toujours suivi à la lettre ce souffle, cette façon d'être extraordinaire ou ordinaire dans la langue, justement, ce passage d'un lyrisme incroyable à un concret. Et cette réalité de l'écriture qu'il connaissait comme dans sa chair. Moi, je sais pas si j'aurais pu jouer Claudel sans lui, finalement. Vous l'avez joué sans lui? Je l'ai joué une première fois avec Jean-Marie Serrault, mais curieusement, ils étaient très proches, ils avaient en commun Brecht, et j'ai croisé Antoine Vitesse la première fois à la fin d'une répétition du Pain dur. Et c'est pas un hasard, puisque finalement, après, j'ai fait le partage avec lui. Mais je n'ai pas travaillé, toi, tu as travaillé sur Molière avec lui, sur d'autres choses. Moi, si tu veux, c'est mon metteur en scène claudélien. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, j'étais musicien ou chanteuse, ou un musicien qui ne travaille qu'avec Karajan comme chef. C'est-à-dire que je lui faisais cette façon il disait que ça lui venait de Madeleine Marion, du partage qu'il avait joué, lui, avec Madeleine Marion, et qu'elle lui avait passé cette sorte de secret de la langue. Il y a un secret de la langue de Claudel? Oui. Oui. Absolument. Absolument, et il aura fallu, Antoine, qui était un vrai passeur pour la langue, pour aborder cette langue qu'on peut retrouver dans d'autres textes d'ailleurs, mais qu'on peut transposer, mais cette façon de respirer la langue et de la rendre absolument concrète, sans rien lui faire perdre de sa poésie, ou de son lyrisme, ou de sa dimension oratoire et théâtrale. Cette façon d'être à la fois théâtral et concret, c'est quelque chose que moi, je lui dois entièrement, parce que les autres rôles de Claudel que j'ai joués avant, j'ai dû les bramer copieusement, comme on faisait beaucoup. C'est un auteur qu'on a beaucoup déclamé. Déclamé, bramé, pleurniché, etc. Oui, c'est vrai, il a Et vous pensez que ce soulier de satin de Vitesse a changé définitivement la vision que le public français pouvait avoir de l'œuvre de cet auteur? Est-ce que ça l'a mis dans une forme de modernité, ne serait-ce que parce qu'il y avait une expérience physique et... Cette intégrale, bizarrement, on jouait la première et la deuxième journée, la première soirée, troisième et quatrième, la deuxième soirée, et ensuite l'intégrale. Et en fait, c'est au moment de l'intégrale, c'est le jour de l'intégrale. C'est ça, c'est là que c'est. Le Mistral est tombé. Ouais, c'est ça. Et la grâce est venue. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a une grâce qui est arrivée, et à la fin, les gens étaient debout, alors que pendant les 2 premières journées, on a été sous les colibets, le Mistral, les éléments qui tombent, les pertes de texte, enfin, tous les ennuis. Et le jour de l'intégrale,
il y a eu un miracle. Et ces ennuis, quand on est comédien et qu'on est dans ce vertige, on les absorbe ou pas? Ou alors il y a un déclic neurologique qui fait qu'on les met de côté? C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre. Hein. Je veux descendre. On peut toujours descendre. C'est le titre d'un roman. Je veux descendre, je trouve ça beau, mais on ne peut pas descendre. Donc il faut continuer cette chose, non? Tu vois et tu cours. Enfin, je sais pas, moi, première journée, j'ai beaucoup souffert de ça. Je me disais, je veux descendre. Des éléments. Et je m'entendais un peu comme dit Nina, je me sentais jouer atrocement mal. Vous ne savez pas ce que c'est que se sentir jouer atrocement mal, mais ça, c'est-à-dire, c'est comme un décalage. Tu es plus synchrone, t'es pas, c'est à côté, c'est juste un quart de seconde. Voilà, parce que les éléments étaient très difficiles et que surtout ce Mistral, parce que maintenant il y a des micros. Oui, c'est ça. Mais un plan incliné avec un corps à micro. Donc cette obsession d'être entendu n'était pas sonorisé à l'époque. Donc ça demandait un déploiement respiratoire et un souffle énorme qu'il était difficile de lutter avec le Mistral ou avec dans cet espace. Les athlètes, c'était génial. Non mais c'est ça qui est incroyable avec Claudel, c'est qu'en fait ça demande des aptitudes d'athlète sportif pour le jouer, et en même temps ça ne parle que des choses de l'âme, que des choses de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il disait que c'était du théâtre de chambre et non pas du théâtre du grand théâtre hollywoodien ou opératique. Disons, c'est du théâtre de l'intime. Mais on ne peut pas monter le soulier de satin dans l'intime parce que la production est trop énorme. Ce que vous faites là en ce moment au théâtre à la table. Je l'ai dit à Eric, c'était que j'ai l'impression que ce théâtre de l'intime dont il rêvait, dont Claudel rêvait, et dont Antoine parlait souvent, il fallait jouer intime avec des moyens. Il était d'une mauvaise foi incroyable, Claudel. Comment ? De mettre ses acteurs, enfin en tout cas de mettre ce texte et ce souffle épique et de dire il faut le jouer dans l'intime. C'est un peu. Mais ce sont les sentiments qui sont extrêmes, donc qui imposent une forme folle, mais c'est la folie de l'intériorité, de cette folie du désir, de cette passion invraisemblable. Enfin, c'est de ça qu'il s'agit quand même. Aussi, et donc de paroxysme de la douleur, de paroxysme, enfin c'est tout le temps paroxystique à l'intérieur. Donc forcément, la forme suit, je dirais. Mais s'il n'y a pas, mais on est obligé de passer par la forme. Enfin, la forme il me semble que si on suit un peu la partition, on va être en concordance avec le sentiment. On peut pas séparer les deux là, il me semble. Non, mais c'est extrême. C'est comme, tu vois, je t'en parle encore. J'ai une sorte je suis comme ça. J'ai l'impression qu'il faut être tellement. Voilà, c'est une question de vie ou de mort quand même. Et on disait toujours avec Didier après ces 12 heures de spectacle que l'on était inconsolé et inconsolable. Oui. Et j'ai retrouvé Didier disait, nous sommes inconsolables malgré tout. Oui. Oui. C'est ça. Mais là, en retravaillant sur le soulier, quelques décennies après avec Eric, etc., je me rends compte à quel point ce que nous avons vécu, nous, d'une façon extrêmement douloureuse, parce que l'aventure de Prouès et de Rodrigue est fondamentalement douloureuse. C'est incroyable comme elle est entrelardée dans l'œuvre par des scènes drôlatiques, bouffonnes, très drôles. Les pêcheurs, la première scène des pêcheurs dans la 4e journée, mais à hurler de rire. Enfin bon, la scène des ministres de l'Éducation nationale, enfin tu sais, c'est incroyablement irrésistible de drôlerie, de cocasserie. Pourquoi vous dites que vous vous en rendez compte maintenant ? Mais parce qu'on était très sous cloche, on avait un destin particulier à vivre dans cette œuvre, et donc les acteurs étaient totalement investis dans ce destin qu'ils avaient à incarner, dans ce déchirement. Mais il y avait une jubilation dans le déchirement. Je trouve c'est ça qu'il y a chez lui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas quand on dit on était inconsolé. Je ne pense pas que on était déprimé. Après, c'est pas une chose qui te inconsolé parce que je ne sais pas. C'est le rôle du théâtre que de consoler. Vous dites. C'est Gruber disait faut consoler ses personnages. C'est magnifique en fait
que l'acteur est là pour consoler son personnage. Vous vous souvenez avoir dit ça, Didier? Oui, mais moi je pense que c'est dans la 4e journée, c'est par la 4e journée qu'il y a une espèce de... Comment on dit aujourd'hui? Il y a un mot qu'on emploie tout le temps. La résilience. Ah, la résilience. Je pense que dans la 4e journée, il y a une espèce de résilience pour Rodrigue. Il y a une espèce d'harmonisation dans l'échec. Parce qu'il a raté. Il a tout raté. Il a raté la conquête des Indes, il s'est fait piquer le canal de Panama par Don Rabir, il s'est fait ôter une jambe dans les îles Philippines. C'est l'espèce d'un échec comme ça, et dans cet échec, il trouve la grâce et il trouve la communion avec cette chose qu'il a poursuivi toute sa vie, qui est par l'intermédiaire de cette épée. Alors, il y avait cette consolation, mais en même temps, la conscience de vivre un destin à la fois théâtral, mais bien sûr de héros de théâtre, mais qui réveillait quand même des choses de l'intime en nous aussi. Justement, j'ai retrouvé un petit... Tu sais, dans le journal de bord magnifique d'Éloi Recoin, qui était l'assistant d'Antoine Vitesse, il a édité une lettre qu'il m'avait envoyée un an après en disant « Je ne me console pas de ne pas jouer le soulier de satin ». Lui, c'était de ne pas... Je parle de inconsolé, c'est aussi les personnages qui ne trouvent pas de consolation, mais c'est aussi les acteurs qui, malgré la demi-heure de standing ovation, etc., ont tellement investi, mais ça peut être pour beaucoup d'autres œuvres, de choses très mystérieuses de leur être intime, que rien ne va pouvoir, tu vois ce que je veux dire, apaiser, en tout cas momentanément. Je pense à ça quand on rentrait tous les deux, comme, tu vois, dans ce petit jour, enfin, avec ces petits déjeuners dans les hôtels, de gens qui étaient dans un autre monde. Rien ne pouvait nous consoler de cette traversée au plus profond de notre intimité. C'est de ça que je parle. Et c'est bizarre parce que j'ai relu cette chose, c'est que lui ne se consolait pas, Antoine, de ne plus le jouer. Dans Éloi? Oui. Il s'est écrit, oui, parce qu'il m'a écrit une lettre que j'avais oubliée, qui a été éditée en disant « Je ne me console pas de ne plus jouer le soulier de satin ». Parce que lui avait aussi, je crois, en tant qu'acteur, un grand bonheur à jouer dans Pélage. Oui, magnifique. À jouer, oui. Mais vous savez, il y a des phrases quand on est acteur et qu'on dit, par exemple, les larmes que contient mon cœur, la mer ne serait pas assez grande. Mon âme est vide à cause de celle qui n'est pas là. Je veux dire, quand on répète ces phrases-là, quand on les incarne en quelque sorte, on convoque en soi des choses qui sont en relation avec ce sentiment de perte de l'autre. Cet arrachement. Oui. Donc on est forcément traversé, donc c'est vrai que là, qui peut nous consoler de ça? Je pense que c'était la même chose du côté du public, parce que les témoignages des gens qui ont eu la chance d'assister, en tout cas à l'intégrale, sont extrêmement bouleversants. Je ne sais pas si... Alors, là, j'ai le témoignage d'un journaliste du Monde, qui s'appelle Michel Cournot, et qui écrit « Nous étions debout, les acteurs étaient revenus. Nous ne maîtrisions plus nos mains, qui ne cesseraient donc jamais de battre, mais qui étaient des mains. Des adieux, des merci, des gens en larmes, un désarroi d'embarcadère. Quand le vaisseau s'éloigne du quai, nous ne voulions pas les quitter, ces acteurs. Nous ne savions plus ce qui nous était arrivé. » C'est d'une émotion incroyable. Ouais, c'est-à-dire que cette émotion, elle était sur le plateau et il y avait des allers-retours avec les gradins. Moi, j'ai un souvenir des rappels, justement, où moi, personnellement, j'avais un sentiment d'irréalité où je ne savais plus qui était qui. C'est-à-dire la fusion entre spectateur et acteur. C'est l'autre et moi. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment quelque chose de ça. Et ça, c'était spécifique à ce spectacle. J'ai pas eu d'autres. Qui a nécessité tellement d'énergie. Pardon, d'autres souvenirs de ça. Moi, j'ai des sentiments plus ambigus par rapport à ça, parce que
Parce que la 4e journée, donc Oui. toi, tu n'étais pas difficile dedans, pour une journée Rodrigue. très difficile pour Rodrigue. Et quand on approchait les 4 heures du matin, j'étais nu et en sueur. Quand le froid tombait sur la poitrine, que les martinets recommençaient à circuler, etc. J'étais terrorisé parce que ma voix commençait à foutre le camp, etc. Je me disais, comment je vais faire pour jouer demain? Je me disais, bon, il y a les picousses de cortisone, bien sûr, etc. Je crois qu'on a tous fini d'ailleurs avec de la cortisone. Mais j'avais un sentiment d'angoisse profonde à réitérer Vous anticipiez sur le lendemain? Oui, parce que ça demande, ce que je disais, ça demandait des moyens physiques d'athlète de tenir ces 12 heures de représentation, même si on ne jouait pas 12 heures, en tout cas le spectacle durait 12 heures. Et je me souviens d'une nuit où la pluie s'est mise à tomber, une pluie froide, où les gens se sont rassemblés sous les duvets, des parapluies, etc. Et en quelque sorte, s'étaient approchés de la scène et nous suppliaient quelque part de continuer, etc. Et je pensais à Charlie Chaplin quand il tombe dans la grosse caisse comme ça et que tout le monde applaudit, tout le monde est génial, tout le monde, et lui c'est un homme fini, c'est un homme brisé qui ne pourra plus remonter sur scène faire son numéro. Il y a des espèces de contradictions comme ça entre le plaisir du spectateur et parfois l'angoisse et l'inquiétude de l'acteur que je ressentais très exactement à la fin de cette 4e journée, au moment des saluts. Donc c'est ça, oui, c'est plus ambigu. Je voulais dire, mais je l'ai déjà Rodrigue, dit. c'était 9 heures Oui. quasiment sur scène. C'est le rôle le plus long. Avec beaucoup de temps d'attente aussi, où on ne peut pas vraiment décrocher, de cette concentration folle, parce que c'est le projet Rodrigue est un projet fou, est un projet insensé, est un projet irréalisable, et il faut absolument rester convoquer en soi cette démesure du projet qui pour contrer l'échec de cet amour, enfin ce rêve de ce conquistador, je veux dire, qui veut conquérir le monde. Je veux élargir la terre, dit-il. Quel projet insensé. Ça convoque tout en vous. Oui. Vous donnez tout. Et là, en lisant la brochure, c'est hallucinant comme les choses sont encore là, mais intactes. C'est ce que j'allais vous demander. On se posait la question. 30 ans après... Où est-ce qu'on en est Le corps se souvient. Rodrigue, 34 ans après. Le corps se souvient, parce que moi, je n'ai pas de souvenir. Vous m'obligez à me souvenir, donc je me souviens de certaines choses, mais en quelque sorte, j'ai joué tellement de choses depuis, je veux dire que bon, il y a eu le soulier de satin, c'est devenu mythologique, mais moi j'ai fait autre chose, je suis allé ailleurs, et quand je reprends la partition, il y a des choses qui sont inscrites, gravées, le corps se souvient incroyablement des choses. Le corps se souvient des personnages, de l'expérience théâtrale que vous avez vécue. Qu'est-ce qui remonte? C'est le texte. Le texte est tatoué. Oui. Voilà. C'est ce que raconte. Si je me donne, est-ce autrement que tout entière? C'est une phrase que je peux, qui m'accompagner dans le quotidien. Non, pas entière. Et quoi, il ne connaîtra point ce goût que j'ai, etc. C'est comme ça. Si je dois m'élancer vers le mal, que ce soit avec un pied boiteux, même si je ne voulais pas. Et une aile rognée. Et une aile rognée, c'est comme ça. Ça, c'est pas un souvenir. On ne peut pas ou avec un tatouage, il faudrait arracher. Il faudrait nous l'arracher du corps. C'est ça qui est fou, ça. Le souvenir de cette langue c'est inscrite. À propos de souvenirs, je voudrais dire, je sais pas si... Moi, j'écoutais la 4e journée toutes les nuits à Avignon. Du Parce haut des Prouesse gradins. n'était pas dans la 4e journée. Non, elle était pas là, elle était partie vers un autre monde. Et avec Robin Renucci, avec Camille, on écoutait Didier et Valérie Dréville. Et j'en ai froid encore dans le dos. Et ce dont je me souviens très bien, c'est qu'en fait... En dehors de notre aventure personnelle, c'est
la solidarité et la bienveillance qu'il y avait entre les acteurs, c'est-à-dire qu'on avait un peu l'impression que chacun se protégeait. Et vous savez, un peu comme au cirque, quand il y a un trapéziste, on voit la trapéziste, et en bas, il y a celui qui tient et qui est comme ça. Et il y a d'autres gens du cirque, pratiquement en prière, ou la file de ferristes. Et ça, j'ai senti ça, pour moi, quand je sortais de la 3e journée, qu'il y avait eu pas mal d'amis qui regardaient, mais pas pour juger, mais pour soutenir. Parce que si un de nous tombait, tout tombait. C'est cette chaîne-là, comme le chapelet, tu vois. Et donc, en fait, on montait pour le bonheur de voir ce sublime acteur et Valérie Dréville. Mais pas seulement pour ça, c'est comme une protection. C'est-à-dire qu'on se transformait chacun en ange gardien de l'autre. Moi, j'ai ce sentiment-là. Et d'avoir reçu aussi ça. Cette troupe, vous la découvriez avec ce spectacle, puisque vous veniez de quitter la Comédie Française et vous arriviez. J'arrivais. Sans savoir si ça allait. J'étais très intimidée. Très intimidée. Parce que j'avais l'impression de ne pas faire partie de ce groupe, oui. D'être l'étrangère. Bon, embarquée pour Rosalie Vetch, c'est bien. Mais j'ai été accueillie. Didier, nous avions travaillé ensemble avec Nina Companès, on se connaissait un peu, mais les autres, pas du tout. Et il y avait quand même une complicité, ils avaient travaillé ensemble au conservatoire, à Chaillot, ils avaient, une énorme connaissance. Et j'étais très, pour moi, les répétitions de Chaillot, ça a été ça aussi. J'avais l'impression qu'on pouvait me juger et que j'arrivais de la Comédie Française, cette actrice de la Comédie, cette privilégiée, pas comme nous tout à fait. Alors qu'il me donnait, c'est moi qui me racontait cette histoire. Comment ? Est-ce que c'était le cas ? Oui, c'était. Vous allez le dire maintenant ? Non. Ce que je veux dire, c'est que nous, on vivait Ludmilla un peu comme une star. C'était une star. Enfin, c'est toujours une star, mais c'était une star à cause de Bérénice, qui était tout frais, et puis cette décision qu'elle avait prise de partir. Enfin, bon, c'était, je sais pas, elle était auréolée. Il y avait le partage du midi d'Antoine aussi, en 1980, qui lui avait dressé des couronnes. Et donc, elle arrivait dans cette... Et nous, on était une troupe de petits comédiens d'Ivry, de la décentralisation, quoi. Eh bien, oui. Moi, j'avais des complexes. Mais c'est réel, je suis d'abord star, bon. Parce que vous êtes partie de la Comédie Française au moment où effectivement, après Bérénice, où vous aviez... Parce qu'il fallait partir c'est une question de plage. Partir au bout de 20 ans, ou sinon, il faut continuer, etc. Donc, j'ai énormément hésité, j'ai pris cette décision extrêmement seule, et dans une certaine incompréhension, et finalement, j'avais l'air ingrate par rapport à tout ce qu'on m'avait donné. Les 10 dernières années que j'ai passées au Français, j'avais quand même une chance folle, j'ai joué tout ce que on pouvait rêver de jouer. Donc je suis partie parce que je suis rentrée petite, j'avais rien connu, et je me suis dit, je veux pas vieillir ici sans connaître le monde. Et le premier, je suis partie, et le monde, ça a été eux. Mais je suis arrivée. Le monde d'après, c'était eux. Mais en fait, il me faisait pas un peu peur. Je suis pas arrivée du tout. Tout était à recommencer, en fait, avec eux. Et ça a été merveilleux mais ça a pris un peu de temps. Je le disais pas. Mais en fait, j'avais le trac aussi. Mais Antoine, il me connaissait d'avant. Ici, au Français, on avait travaillé sur Claudel, etc. Donc, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais cette troupe, cette complicité qu'ils avaient, moi, j'avais quitté ma famille, au fond. J'étais toute seule. J'avais quitté cette maison mère pour arriver dans une autre... Voilà, mais ça, c'est après. Puis la greffe a pris... Oui, la greffe. La greffe a pris, moi, accepté. Il n'y a pas eu de rejet. Il n'y a pas eu de rejet. Non, mais, pardon, mais... Non, tu n'as pas eu de protocole anti-rejet non plus. Non, mais le monde du théâtre à l'époque aussi était beaucoup plus clivant. Je veux dire, il y avait ceux de Vitesse, ceux de Jean-Pierre Vincent, ceux de Chéreau, ceux de Sobel, Enfin, bon, il y avait des... Tout le monde se regardait un peu en chien de faïence. Vous êtes passé d'un monde à l'autre. Oui. Sans aucun problème. Oui, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je ne sais pas, parce que c'était... Je ne sais pas. Ce qui est beau, c'est qu'enfin, je peux dire, sans dévoiler de secret, c'est quand tu es rentré pensionnaire ici, on s'est parlé,
Et en fait, moi, j'étais partie, on s'est parlé, c'est drôle, parce que tu me parlais de choses que tu éprouvais, comme moi j'avais éprouvé quand j'avais 19 ans la première fois. C'est les mêmes choses. Parce que c'est pas si facile d'arriver à la Comédie Française. C'est sublime, et en même temps, enfin, voilà, il y a des codes, il y a des règles, il y a des choses. Il faut aussi être accepté, apprivoisé, être accepté. Et toutes ces choses, je me rappelle, on a eu quelquefois des conversations. Toi aussi, t'as eu cette chose de l'étranger qui arrive. Oui, absolument. Ouais. Alors, accueilli aussi comme une star que tu es. Mais en même temps, on arrive dans les couloirs, là, il y a des... Non, je longeais les murs. Oui, mais c'est ça, c'est incroyable. Je longeais les murs. Pourquoi ? Mais parce que je connaissais personne. C'est ça, quand on connaît pas les gens. Tout le monde me disait bonjour, je ne sais pas qui c'était, etc. C'est une maison qui est très intimidante. Ce que je voulais dire tout à l'heure, quand tu dis qu'on a peur, que tu avais peur des théâtres, etc., oui. Que ça déclenchait en toi une peur, j'ai eu ça jusqu'à ici. Ici, je trouve, quand on rentre dans cette maison, il y a quelque chose de l'accueil d'une maison, au sens symbolique du terme. Après, la peur vient après, elle vient quand on n'a pas évacué la peur pour autant, et le risque que c'est d'entreprendre un rôle et de se présenter devant le public, ça n'a pas aboli ça, mais le fait de rentrer dans cette maison, les murs sont protecteurs quelque part. Et on le vit en ce moment, par ces temps de Covid, je veux dire, on le vit avec une conscience très aiguë, que cette maison protège. Elle a sans doute des tas de défauts, des tas d'inconvénients. Et au fur et à mesure, en fait, je me sens assez mal dans la vie. Pardon. Désolé. On va s'allonger bientôt. Mais quand je rentre ici, il y a quelque chose de cette angoisse du dehors qui s'abolit. Et qui est absorbé par la maison. Je suis toujours content de venir ici. C'est fou. Je ne sais pas si ça va s'arrêter. Il faudrait. Vous êtes arrivé quand, pensionnaire ? À quel moment Je crois que... 5 ans, 6 ans Non, il y a 8 ans maintenant, 8 ou 9 ans, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. C'est bien qu'il soit là, non ? Ah oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui, enfin bon. Donc, à la faveur de cette merveille, vous reprenez Rodrigue. Ah oui. 4e journée. Oui. Vous étiez le père jésuite dans la première journée. Oui, qui lançait Rodrigue. Oui, j'ai adoré lire ce texte et de regarder cette première journée que je voyais assez peu dans le spectacle, parce que j'étais dans une concentration pour l'arrivée de Rodrigue, et j'ai eu un plaisir extraordinaire à entendre toute cette première journée dont j'avais été un peu privé par les lois de notre représentation. Et quand Éric m'a convoqué dans son bureau, il m'a demandé un peu prudemment comme ça, je ne sais pas pourquoi il imaginait que je pouvais dire non, je ne sais pas pourquoi. Mais pour moi c'était tellement évident que... Dire non pour la 4e journée ou pour le... Ouais. Pour la 4e journée. Peut-être se disait-il que vous ne... J'en avais ras-le-bol. Ras-le-bol de Rodrigue ? Oui, on va remuer les cendres, je ne sais quoi, etc. Non, c'était un cadeau pour moi de revenir sur ce texte, de revenir sur ces scènes qui sont tellement prodigieuses, tellement extraordinaires. Vous souvenez-vous seulement du texte ? Oui, vous serez brochure à la main ? Oui, je serai brochure à la main. Bien sûr que j'ai une familiarité avec le texte que n'ont sans doute pas les autres acteurs, mais pour autant je ne me force pas à l'apprendre par cœur, etc. Il faut aussi rester dans la règle du jeu qui nous est donnée de ce théâtre à la table. Mais je sens que j'ai une liberté par rapport, parce que je sais exactement ce qui se passe, ce qui se dit, pourquoi. Enfin, c'est inscrit, comme on disait tout à l'heure, je suis tatoué par ce texte et par les émotions, par ce qu'il vit, le rapport entre cette épée et Rodrigue. Pour moi,
c'est extraordinaire avec le peintre Daibutsu, je veux dire la première scène sur les images comme ça, cette folie, la scène avec l'actrice où on veut lui faire avaler que c'est Marie Stuart et qu'il va falloir rétablir Marie Stuart sur le trône d'Angleterre et tout le monde se fout de sa gueule et personne ne sait à quel point lui se fout de leur gueule encore plus puissance 10. Je trouve ça extraordinaire. Rodrigue, c'est Claudel dans la 4e journée. Et Claudel, il est partout. Oui. Il est dans le marin, il est dans la bouchère, il est dans cette épée, il est dans Don Camille, il est dans Daibutsu, il est partout. C'est pour ça qu'Antoine insistait tellement sur l'empreinte autobiographique. Beaucoup. Tout le temps, quand je parlais de ces longs récits préparatoires à la répétition, c'était beaucoup ça. Il nous racontait la vie de Claudel que moi je ne connaissais pas, très peu. Et il est dans tout, il est partout, Vous disiez tout à l'heure, Ludmilla, que vous allez reprendre ce rôle, que vous regardez, en voyant les images, vous vous disiez, oh là là, j'aurais fait différemment, j'aurais fait mieux, ou si j'avais eu plus de temps. Oui, il y a les images de la captation Il y a eu une captation en Bruxelles. En fait, oui, je les regarde pas les images, mais je me souviens de comment je jouais un peu l'autre. Je sais qu'entre la première journée à Avignon et la dernière à Bruxelles, j'avais fait un peu de progrès, mais que j'étais encore loin de ce que j'imagine maintenant, plus de 30 ans après, qu'en fait il faut encore retirer ce qui est inutile et aller au centre. À l'os. Être plus simple et encore donc plus mais oui, mais ça je pense que c'est merveilleux, on peut travailler toute une vie sur vous l'avez infusé c'est toute une vie et c'est une chance parce que justement ça aura tellement décanté, c'est qu'il va aller voilà, parce qu'en fait l'acteur a toujours besoin de petites balises pour quand même se rassurer que oui, mais lâcher tout pour arriver juste au cœur, c'est l'histoire d'une vie. Donc là, c'est magnifique de pouvoir reprendre, tu vois, là où on a laissé. Et Eric, quand je lui ai dit oui, en cachant un petit peu ma joie, parce que voilà, quand j'ai vu sa joie. Alors, il a tout de suite profité du créneau pour me dire, et tu ne voudrais pas t'occuper de moi, de diriger une journée et je dis non, ça je peux pas. Je pourrais pas. Mais parce que l'objectif de la 4e journée, de Rodrigue de la 4e journée, c'est sans partage. Je peux pas passer d'une direction artistique comme ça, d'un travail à la table à la 4e journée. Non. Est-ce qu'il y a d'autres rôles aussi qui vous avalent comme cela, qui vous ont avalé? Parce qu'il y a eu un après Souliers de satin. Oui. Comment est-ce ça a été quand même un engagement long. Il y a eu ces répétitions, Avignon, la tournée. Donc j'imagine que pour se lancer dans un projet comme celui-là, on doit renoncer à d'autres choses. Et puis une fois que ça s'arrête, est-ce que vous vous consolez de ne plus jouer, Souliers de satin? Comment est-ce que vous êtes l'un et l'autre passés à la suite? Un grand silence. Non, un grand silence. Moi, j'ai eu du mal. Je me suis dit, après Souliers de satin, je ne peux plus rien jouer. Je ne pourrais plus jouer. Et je me souviens de certaines propositions qu'on m'a faites à l'époque, de jouer La Dame de la Mer. Ibsen, oui. Oui. Et je me suis dit, mais je peux pas, je pourrais plus rien jouer. Je crois que je pourrais plus rien jouer. Je suis vampirisé, asséché par la langue, par je n'ai envie de rejouer que ça, en fait. Oui, c'est ça. Je n'ai envie de jouer que ça. C'est testamentaire, c'est comme ça. C'est un peu comme l'homme, d'ailleurs, c'est sa dernière œuvre de théâtre. Hein, c'est 1929. Après, il s'est occupé des psaumes et des choses comme ça. Non, j'ai eu du mal à passer à autre chose. J'ai fait des textes contemporains, donc j'ai complètement changé. Travaillé dans le théâtre privé, dans des créations, dans un autre monde aussi de théâtre, d'une autre famille de théâtre. Pour oublier
Mais on n'oublie pas finalement, regardez, on est là. La seule chose que, en fait, dont je me souviens qui a succédé au Soulier de Satin, c'est le partage de midi. Parce qu'en fait, j'ai joué le partage de midi après avoir joué Rodrigue. Et ça, c'était extraordinaire. C'était le bon ordre, en fait. Une belle histoire. Parce que toute la souffrance qu'il y avait pu y avoir dans la démesure du Soulier de Satin, elle se retrouvait dans une économie plus habituelle au théâtre. Et donc, j'avais quand même accumulé toute la connaissance de Rodrigue, qui est le même personnage que Mesa. Et ça a été un grand bonheur de jouer Mesa après. Et puis, on a fait ensemble une chose à la Maison de la Poésie sur un montage de texte que j'avais fait qui s'appelait Vers d'exil, en employant un terme d'un de ses recueils. Comme ça, et on a continué à être Rodrigue et Prouès. Et on a fait aussi, rappelle-toi, le 50e anniversaire du Festival d'Avignon. Oui. On a rejoué la scène du Château Arrière. J'ai un souvenir de ça. En direct. C'était incroyable. Ouais, c'était magnifique. Alors là, en imperméable. Oui, c'était. En costume contemporain. C'était Georges Lavaudin qui avait été et puis, le maître pour d'œuvre de cette. l'anniversaire de 10 ans, excuse-moi, en 97. On a refait la première et la deuxième journée à Olmi Capella, dans le centre culturel de Robin Renucci, où on a joué la première et la deuxième journée dans la distribution d'origine, avec Pierre Vial, enfin toute la... Et on a la troisième et la quatrième journée, on a passé le flambeau aux jeunes qui étaient en stage de réalisation pendant cet été-là à Olmi Capella. C'était magnifique, cette passation comme ça à la jeunesse, aux jeunes acteurs. Alors tous les deux, vous vous connaissez bien. Vous vous êtes retrouvés après Soulier de Satin. Oui, on a joué... Quelques années après. Oui, quelques années après. Au Théâtre Montparnasse, on a joué Célimène et le Cardinal. Oui. Sous la direction de Bernard Murat. Voilà, c'était vraiment un autre... En fait, on se fréquente peu. Ludmilla et moi, on se fréquente peu. Vous devriez, parce que si à chaque fois l'émotion réjaillit comme ça... on se fréquente peu. Oui, c'est drôle. Est-ce que c'est bien on se fréquente peu. Qu'entendez-vous par fréquente? C'est-à-dire, on n'est pas quotidiennement au téléphone l'un avec l'autre. Je sais que vous prenez un thé et un... Mais parce qu'on se connaît très très bien. Mais on se connaît très bien. Il y a une sorolie... Oui, je pense, oui. Il y a quelque chose comme fraternité. Oui. On est un peu de la même famille et sans avoir eu à s'expliquer. Mais je pense que quand on joue des rôles comme ça, on n'a pas besoin de se raconter beaucoup de nos vies ou quoi que ce soit. C'est une telle mise à nu que de toute façon, il faut pouvoir avoir confiance. Je parlais du metteur en scène, mais dans son partenaire. Oui. Et il faut accepter d'être à nu. Donc évidemment, on se connaît. On se connaît bien, quoi. Mais parfois, entre partenaires, on se dit des choses beaucoup plus intimes et beaucoup plus profondes qu'on ne peut les partager avec les gens avec qui on partage notre vie. Oui. Il y a des échanges... Mais je pense, c'est pour toujours, Didier. C'est comme ça, même si on ne voulait pas, mais c'est comme ça. Vous faites un peu peur. Didier ? Il est très exigeant. Ah non, oui, j'ai dit peur. Non, il m'impressionne quand il est dans la salle. Oui, toujours. Toujours. Didier, ça le fait rire. Oui, il sait très bien, en plus. Ouais. Parce qu'il met la barre très haut, parce qu'il m'aime beaucoup, je pense, peut-être, il attend de moi beaucoup. Donc, quand c'est pas forcément moi qui l'incrimine, mais peut-être l'ensemble, je ne sais pas, ou que ça n'est pas... Il voudrait, mais même... Et pourquoi tu portes ce bonnet? Quelquefois, comme la façon dont je m'habille, j'étais allée le voir jouer, mais... ce bonnet, bizarrement. Ces choses, comme s'il voulait toujours que je sois... Voilà. Oui. Alors ça, c'est un regard plutôt de... Non, mais parce que tu m'as enseigné quelque part. Je veux dire, tu m'as enseigné le théâtre. Moi, je te considérais comme une virtuose, comme un Stradivarius, je veux dire, tu vois, qui est beaucoup lié à la pratique de cette maison aussi. On fait de toi une excellence dans tous les répertoires, dans tous les rôles, etc. Et moi, qui avais pris mon petit temps, une pièce à la fois, un rôle à la fois, pas trop, etc. Je suis très confortable. Et donc, du coup, j'étais fasciné par cette virtuosité que tu avais
Et en même temps, cette émotion immédiatement là quand il le fallait. Donc j'attends toujours d'être enseigné quand je te vois jouer. Dieu, c'était une petite pression. Voilà, je vais pleurer maintenant. Petit, oui, c'est vrai, pour que tu as peur, oui, c'est ça, c'est pas peur mais peur parce voilà, peut-être parce qu'il me met là où il dit, mais mon Dieu, ça va être pire encore, je pense que ça va être pire encore la prochaine fois. c'est pire que ce que je pensais, en fait. Est-ce qu'il y a une... Ah oui, c'est un aveu, là. Oh là là, mon Dieu. Dans cet aveu oui, là, c'est pas du tout, ne tournez pas ça. Non, pas du tout. Non, mais non. Comment voulez-vous? Est-ce qu'il y a une bande des anciens du Soulier de Satin? Est-ce que c'est quelque chose que Gilles David, parce qu'il est également sociétaire, qui a pris en charge la deuxième journée, fait partie de ces anciens? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? Faire partie de... Avoir avoir été porté par le souffle de Claudel, avoir fait partie de cette épopée théâtrale, littéraire? Ouais, sans doute, mais je dois dire que pendant le Soulier de Satin, j'étais assez autiste. Je veux dire, je m'étais isolé, mais je crois que c'est parce que le rôle le réclamait. Et j'étais assez indifférent à tous, sauf Ludmilla et Camille, et puis des moments de complicité avec David Boutsou, et dans la quatrième journée avec Recep Mitrovica, qui était fabuleux en Daibutsu, en japonais. Mais oui, mais quand on se voit, quand on se croise, moi je sais pas, quand j'ai l'impression tout le temps d'être faire partie d'un groupe. Martin, mais oui, tu te fais Catrou, Anne Benoît, Valadier, tout ça, Philippe Girard. Pour moi, c'est, même si on ne se fréquente pas, comme tu dis, c'est, enfin, Recoin, Aurélien. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aussi, donc oui, c'est douloureux. C'est douloureux, mais c'est absolument indélébile aussi, cette relation-là. C'est ça que je veux dire. C'est indélébile, on ne peut pas... je dirais qu'on ne peut pas se faire de mal. C'est ce que je disais un peu dans l'impression de bienveillance du regard des autres. Enfin, moi, je sais que c'est intouchable. On ne va pas faire de mal à quelqu'un qui a vécu cette histoire avec nous. Et peut-être c'est la grande réussite d'Antoine, de créer cette chose-là entre les... Cette tendresse ? Oui. Je pense qu'on se voulait du bien, même si... je sais pas, peut-être que il n'y avait pas d'histoire d'ego, par exemple. Ouais. Enfin, j'ai pas senti des égos. Je me souviens pas dans cette entreprise-là. Non, on pouvait pas. On n'avait pas le temps. Il fallait avancer. Oui, il y avait ça. Cette urgence en fait. à arriver au bout de l'aventure. Et puis il y avait aussi que Antoine savait. Il aimait le théâtre et il aimait tout le théâtre. C'est-à-dire, il aimait les grandes tragédiennes, les grandes actrices comme Ludmilla, etc. Il aimait aussi les petits acteurs qui avaient fait beaucoup de tournées, avec beaucoup de petits rôles, etc. Il aimait des acteurs étrangers qui parlaient assez mal français, etc. Il aimait que tout le monde soit ensemble, des jeunes, des vieux, des bons, des moins bons, etc. Mais sa famille, sa fille... il aimait rassembler une famille de théâtre un peu très tôt quand même, un peu roulotte, un peu... il adorait le langage ringard, C'est quoi le langage ringard? Et tu sais, par exemple... Jouer poudre. Ah oui, c'est ça, les acteurs. Voilà, exactement, qui arrivent dans une ville. Ils disent, oh là là, on va jouer poudre ce soir. Ça veut dire qu'on va pas mettre le fond de teint. C'est-à-dire qu'on va jouer C'est une expression extraordinaire. C'est-à-dire, on joue poudre, c'est en surface, quoi. Oui, il avait entendu ça, lui. Et donc, il nous racontait ces histoires. Il nous racontait ces histoires aussi, les itinéraires pour aller au resto, le resto qu'il fallait pas, si on joue à Lyon et qu'on passe par Tournus, par exemple, il fallait lâcher Tournus pour tourner à gauche, pour aller trouver le petit bistrot, etc. Et ça, il faisait un numéro pendant ce temps-là. Nous, on attendait que l'heure de la répétition commence, avec la scène 8, etc. Mais c'était... donc, tout ça pour dire qu'il savait amalgamer des gens extrêmement différents. Oui.
Et c'est vraiment quelqu'un qui était aussi à l'aise avec les grands, les plus. Ça, c'est pour moi le signe de la grande qualité humaine d'Antoine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, non? Il ne faisait pas sentir. Non, pas du tout. La différence, non, ça non, c'est. Au contraire, il avait un respect. Je veux dire, le respect. Le respect était égal. Égal pour tous. Ça, quand même, une chose. C'est pas des mots simplement, c'était vraiment. Il l'incarnait. Et puis par les Russes aussi. Enfin, ça, il adorait. Mais ça, c'est pour moi. Ça. J'aimais beaucoup, oui, bien sûr. Même pas les juges. J'adore. Il faut qu'on nous arrête, non, parce que on va pouvoir. Oui, on je peut crois, passer la mais oui, nuit. c'est long. Alors, non, bon, c'est pas. Didier, on va bientôt s'arrêter parce que Non, c'est pas que je veux m'arrêter, mais sinon, mais vous parce avez qu'on raison, on est là. Je vous écoute. On s'échauffe. Je pense que les gens font pareil. Arthur non, dit va. oui de la tête. Ah oui. Bon, alors le mot de la fin, Didier Sandre, vous reprenez ce Rodrigue, cette 4e journée. Il y a dans la distribution, comme dans toutes les distributions de théâtre à la table et toutes les distributions de la Comédie Française, des académiciens, des jeunes étudiants en théâtre, dont on me dit qu'ils saisissent, enfin qu'ils ont le goût de Claudel. Et que ce soulier de satin est en train d'infuser dans toute cette troupe. Certains ne connaissaient pas Claudel ou n'aimaient pas Claudel. Vous avez déjà fait cette première journée, quelle est votre idée à vous sur ces jeunes gens? Est-ce que Claudel c'est pour eux? Est-ce que Claudel c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est un rêve d'acteur de jouer Claudel, cette langue? On n'est pas avec le désir de jouer Claudel. Je pense que chez les jeunes en ce moment, c'est valable pour Claudel, mais c'est aussi pour Corneille, pour Racine et tout. Il y a les jeunes, qui ont un projet de théâtre, sont très attirés par la puissance de la langue, du verbe. Parce qu'ils ressentent que dans le quotidien, la circulation des SMS, des SMS de ces phrases qu'on ne finit jamais, comme je suis en train de faire, etc. Il y a une saturation de la pauvreté du langage de tous les jours. Et donc cette magie, cette synthèse que peuvent avoir un Verset de Claudel ou un Alexandrin de Racine ou de Corneille, etc., je crois que en plus, c'est une difficulté technique. Je veux dire, il faut apprendre à parler le Racine, à parler le Corneille, à parler le Claudel. Je veux dire, ce sont comme des langues à apprendre, comme sur l'Hippolyte de Garnier qu'on avait fait. Je veux dire, c'était avec une langue archaïque comme ça. C'est à quel point la langue française a cette richesse de porter le théâtre, de porter les personnages, de porter la poésie, de porter les interrogations des hommes, de l'humanité, par le langage. Moi, je trouve, il semble que les jeunes soient saturés d'images, voilà, et trouvent... Ils s'y retrouvent, comme vous... Ouais. Je sais pas, mais en vérité, vous me dites ça, mais vous me l'apprenez parce que je n'ai parlé à aucun jeune. Je ne parle plus aux jeunes. jeunes. Il est venu me voir pour me dire alors, qu'est-ce que c'est que ce Paul Claudel? Voilà, non. Bon, ce sera le mot de la fin. Arthur? Alors, je vous rappelle que la Comédie Française propose le Soulier de satin, théâtre à la table, 4 directions artistiques, 4 distributions et 4 soirées pour cette pièce de Paul Claudel en 4 journées. Première journée, direction artistique Éric Ruff, a été diffusée le 24 avril. La deuxième direction artistique Gilles David a été diffusée le 1er mai. Thierry Ancis dirige la 3e journée, répétée cette semaine, diffusée ce samedi 8 mai. Et Christian Gonon dirigera la 4e journée. Diffusion le 15 mai, quelques jours peut-être avant la réouverture des théâtres. Merci Ludmilla Michael, merci beaucoup, merci Didier Sandre. Et merci à vous qui nous regardez et nous écoutez. Ne quittez pas, à la suite de cette discussion, nous diffuserons les images de cette première journée, de la première journée de répétition. Je regarde Arthur pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Première journée de répétition de la 3e journée. Bonne fin de soirée avec la Comédie Française. On va pas faire de lecture ce matin. On va pas faire une lecture parce que c'est assez long. Et j'aimerais commencer tout de suite avec les indispos des uns des autres. Puis c'est vrai qu'il y a pas mal de copains qui sont dans la 2e journée
donc qui répète cet après-midi, qui répète tout l'après-midi de demain, et puis qui enchaîne, dont moi, qui enchaîne le tournage. Donc on va un peu alléger le travail. Donc on va commencer déjà à répéter 2 scènes aujourd'hui, hein, la scène 10 avec Donia Prouez et Camille, et puis la scène 1 avec Donia Musique qui est là, et puis que j'ai distribué sans absolument savoir que cette Donia Musique était véritablement en attente d'un heureux événement. Donc voilà, c'était un pur hasard. J'aime bien les petits signes du destin comme ça, où on se dit tiens voilà, c'est Claudel qui nous fait un petit clin d'œil. Enfin, Claudel n'y est pour rien, j'espère. Ah, tu vas pas l'appeler Paul, s'il te plaît. Enfin, quoique. Et c'était le nom de mon papa. Oui, bon, voilà, d'accord, merci Daniel. Et donc voilà, j'aime bien ce petit clin d'œil. Donc on répéterait après la scène de Donia Musique avec les quatre saints. Voilà, nos 4 saints. Donc je vous redonne la distribution. Est-ce que je la connais par cœur? Oui, peut-être. Enfin, vous la connaissez tous par cœur. Je donne ça pour l'information au journal télévisé. Donc, Donia Prouez, ce sera Elsa Le Poivre, qui bis repetita non placent. Hein, nous aurons, à vos souhaits, nous aurons Don Camille, ce sera notre Sébastien Poudrou national. Alors, levez-moi vos bras, parce que voilà, toi c'est toi, voilà. Donc l'ange gardien, ce sera Florence Viala, qui sera notre ange gardien. Loïc Corbery jouera Saint-Denis d'Athènes, un saint, un grand saint, voilà. Notre Bakary, notre autre national, Bakaray, va jouer Lady Dascali. Voilà, hein, c'est ton premier grand rôle de femme, mais c'est un rôle de femme important. Christian va nous jouer Don Rodilard, qui est le machiavélique secrétaire. Hein. Bah oui, c'est pour ça qu'il est machiavélique, parce que pour être ami de Rodrigue, il faut être un peu machiavélique quand même. Alors, Vincent Leterme, hein, que vous connaissez tous, que la terre entière nous envie, qui sera Lady Piano, Lady Musique, une autre c'est Don Musique, lui, voilà, qui n'est pas, voilà. Alors, Daniel Lebrun nous fera le grand plaisir d'interpréter la logeuse. Je ne sais pas du tout pourquoi on l'appelle une logeuse, mais c'est la logeuse, en fait, je l'ai distribuée parce qu'elle va rouer de coups notre Hervé Pierre National qui n'est pas là. Donc ce matin, nous n'avons pas ni Hervé ni Denis qui se sont fait porter pâle pour ce matin. Alain Langlais, voilà, va nous jouer. Comment il s'appelle lui? Don Fernand. Don Fernando. Voilà. Donc Hervé jouera Don Philippe Auguste, Don Léopold Auguste. Philippe Auguste c'est un autre. Hein, Don Léopold Auguste, un Auguste. Voilà. Claïna, bon, je suis désolé, Claïna c'est un tout petit rôle, mais c'est la servante qui introduit, si je puis dire, Don Camille dans le sein, dans le petit cloître où se repose Donia Prouez. Alors nous avons nos élèves comédiennes qui nous joueront les officiers et qui nous joueront les soldats. Bon, je n'ai pas encore déterminé. À la limite, vous choisissez. Moi, je joue le premier. Moi, je joue le deuxième, le troisième, le quatrième. Qui j'ai oublié? Alors, j'ai oublié Élise Lameau, qui joue Donia Isabelle, qui va jouer de la guitare. Hein, voilà, elle va jouer de la guitare parce qu'elle a fait le conservatoire de guitare, donc elle va nous jouer de la guitare. Voilà, voilà. Nous avons notre Clément qui joue le capitaine et j'ai oublié Christian Gonon là qui est là-bas qui joue aussi Saint ad libitum. Et donc Camille qui nous jouera aussi Saint Nicolas. Ah voilà, je vous le dis, je vous le dis, voilà, Saint-Nicolas. Ah oui, c'est vrai, je ne te l'ai pas dit. Il y a des surprises tous les jours. Donc Saint-Nicolas, Clément Bresson va jouer Saint-Boniface et le capitaine. Hein, ouais, j'essaie de doubler un peu les rôles. Et voilà, pas tous, hein. Pardon Loïc, voilà. Bah, je vais te trouver un truc.
Et moi, je vais jouer Don Rodrigue. Alors, c'est un peu gonflé de se distribuer soi-même quand on est responsable artistique, mais zut, j'avais très envie de le lire et puis c'est tout. Voilà. Alors, l'implantation. Alors, bon, vous avez vu la première journée. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la première journée. La captation de la première journée, c'est absolument magnifique. Le travail de Clément est absolument magnifique. Les éclairages, les plans, c'est assez passionnant. Moi, j'ai regardé ça sur le plateau et je trouvais ce ballet des vidéastes qui courent, qui placent leur caméra absolument comme un ballet silencieux autour des acteurs. C'était fascinant. Et le résultat est fascinant, vraiment. Tant au niveau de l'éclairage que des plans, voilà, j'ai été enthousiasmé par ce travail. Dans la scénographie extrêmement simple, la grammaire extrêmement simple, mais complètement porteuse de sens qu'Éric a inventé pour ces journées. Voilà, on la transgresse un peu. C'est-à-dire la table normalement est en T, c'est un T uni. Moi, j'ai dissocié un peu la table. J'ai créé des travées comme ça. C'est-à-dire qu'on on peut traverser la table. Voilà, on traverse. C'est-à-dire si les gens, on va beaucoup. Je crois qu'on va occuper quelques fois cet espace sur la table. On va jouer sur les tables, ou au sol, ou assis sur les tables. Enfin, on va bouger beaucoup. L'ange gardien sera peut-être assis sur le piano. Enfin, voilà, on va un peu investir l'espace aussi en 3D, pas seulement sur la table. Bon, un peu comme Éric l'avait fait aussi avec les valises de Donia Prouez. Enfin voilà, de Donia Prouez. Donc quoi dire encore sur le... Pas du tout de coupe. Hein? Dans la lecture, il n'y a pas du tout. Non, il n'y a pas du tout de coupe. Il y a eu 2-3... Non, il n'y a pas eu de coupe du tout. Non. Il y a deux, trois aversions. De montage, c'est ça que je veux dire. Ah, de montage, non. De coupe dans le montage. Ah non. Pas de montage. De toute façon, il peut pas puisque tout est filmé. Donc il peut, et comme il fait son montage à mesure, il faudrait que tout d'un coup qu'il y ait un gros bug sur le. Non, il n'y a pas eu de coupe. Il y a eu des coupes, Clément. Il y a eu des. Donc il n'y a pas eu de coupe. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, bon, parler un peu de cette troisième journée. Vous avez, alors, à part Adeline, qui n'a fait aucune journée, et Denis, qui n'a fait aucune journée, je crois tout le monde ici a participé plus ou moins, toi non plus, Florence non plus, tout le monde a participé aux premières ou aux deuxièmes journées. Donc vous avez déjà entendu évidemment la présentation d'Éric, vous avez entendu la présentation de Gilles. Donc je ne vais pas vous refaire un panégyrique du soulier de satin et l'historique du soulier de satin et le style du soulier de satin, est-ce que le soulier de satin nous raconte, hein, vous le savez tous. Il y a une chose qui est vraiment vraiment intéressante au niveau de la forme, c'est la préface de Claudel du soulier. Je ne vais pas vous la relire parce que Éric l'a déjà lu dans la présentation de la première journée, mais c'est la préface de c'est pas le Covid. C'est la préface de Claudel elle est pas dans la troisième journée, elle est vraiment en en-tête du livre, du petit livre Le soulier de satin, de l'édition Le soulier de satin et de la première journée. Ceux qui ne l'ont pas, je peux vous la donner. C'est vraiment Claudel qui explique que voilà, c'est même pas comment jouer le soulier, c'est vraiment l'univers dans lequel il le voit, et c'est un univers fait de briques et de broc avec voilà, si les acteurs se trompent, c'est pas grave, si les acteurs font pas bien, c'est pas grave, si tout d'un coup le décor tombe, c'est rien, si c'est idéal, si tout d'un coup on voit un machiniste qui passe avec des trucs, si on voit des gens qui passent au fond et qui se sont trompés parce que c'est des techniciens ou des pompiers ou des jeux, c'est très bien. Plus c'est le foutoir, plus c'est le bordel, plus c'est quelque chose de bricolé, de pas finalisé, de pas parfaitement dessiné. Claudel, ça lui plaît. Voilà. C'est peut-être aussi pour, enfin, j'y réfléchis parce que c'est quand même très très étrange avec une forme aussi élaborée que le soulier, de vouloir de proposer ça en avant-propos justement. Je crois que c'est peut-être aussi pour
pour se mettre en retrait par rapport à cette chose énorme qu'est l'œuvre, avec tout ce qu'il veut dire de lui, avec tout le ressenti qu'il a mis dans cette œuvre-là. C'est pour dire, mais c'est pas très important, c'est pas grave, prenez pas ça complètement au sérieux. Lisez-le, faites-le, mais le prenez pas complètement comme, c'est pas de l'évangile, c'est pas la parole de Dieu. Alors que, quand même, quelque part, on s'en approche, on approche de la grande quête humaine sur cette parole-là et sur cette mystique-là. La mystique est très importante dans l'œuvre de Claudel. Elle est importante dans le travail de chaque acteur, croyant ou pas croyant. C'est pas une mystique, c'est pas encore une fois une mystique de foi. C'est pas une mystique divine. C'est une mystique, comment dirais-je? C'est le sentiment qui nous envahit devant bon, d'accord, je l'ai dit l'autre jour. C'est le sentiment qui nous envahit devant un océan en colère, devant un ciel rempli d'étoiles, devant l'immensité, l'infini, devant des choses qu'on ne maîtrise pas et qui nous emportent. Je crois que la mystique de l'acteur, elle réside là-dedans, plus que dans une mystique chrétienne ou religieuse, quelle qu'elle soit. Et c'est là où on rejoint, je pense, véritablement le grand élan mystique et violent et sauvage de Claudel. Gilles nous a expliqué toutes les raisons pour lesquelles Claudel s'investit dans cette œuvre avec le soulier, que c'était le soulier qu'un ami avait dérobé à Rose sur le bateau, que Rose qui était l'amour secret de Claudel. Voilà, tout ça, c'est très intéressant pour les gens que ça intéresse. Je vous avoue personnellement que ça ne m'intéresse pas du tout, parce que je veux pas savoir. Et ça, c'est général. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me concerne. Je veux pas savoir pourquoi les auteurs écrivent ce qu'ils écrivent. C'est-à-dire, je considère que chaque grand auteur, ce qu'il écrit, il a une raison profonde, il a une raison impérieuse de l'écrire, et que nous, on doit trouver notre propre raison impérieuse de le dire. Mais je trouve toujours dangereux d'essayer de concilier, ou même après, encore une fois, c'est très personnel. Mais je trouve toujours dangereux, peut-être parfois un peu paralysant, disons, d'essayer de concilier ce qu'un auteur, sachant ce qu'un auteur a voulu mettre dans une œuvre, et essayer de concilier sa propre vision de l'œuvre par rapport à ce que l'auteur a, les raisons profondes d'un auteur. Voilà. Je préfère qu'on cherche nous notre propre réalité là-dedans et notre propre émotion. Ce qui n'empêche pas que c'est assez magnifique qu'un homme ait écrit ça en pensant à une femme. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui, je vais pas redire ce qui a été dit sur Claudel. La langue, qui est une langue, je vais le redire d'ailleurs, c'est une langue qui est tellement, passionnante parce que elle ne se réfléchit pas du tout. C'est-à-dire, c'est une langue qui se jette, qui se projette. Et même on le voit, on l'a vu en jeu dans la première journée. On se dit chouette, c'est toujours ce qu'on se dit, c'est formidable. Le micro nous permet une proximité, comme on l'a vu dans d'autres captations de théâtre à la table. Et là, instinctivement, avec cette langue, il y a une énergie qui sort, ce qui fait personne n'est capable de le prendre personnellement. En plus, on est sur le plateau de Richelieu, ce qui fait qu'on a le réflexe de l'espace et on a le réflexe de cette magie de l'espace. Mais c'est une langue gourmande, c'est une langue victorieuse, c'est une langue presque barbare. Et c'est pas une langue qui se réfléchit, encore une fois. Ce sont des mots qui sont juxtaposés les uns à les autres, qui créent des images, qui créent des sentiments. C'est presque comme une écriture impressionniste. Enfin, c'est comme une grande poésie impressionniste où la collusion des mots entre eux crée du sens. C'est-à-dire, c'est pas à nous à chercher le sens. C'est-à-dire, le sens se crée tout seul, véritablement. C'est-à-dire que et le principe de versification de Claudel, le principe des versets claudéliens,
dont on parle toujours comme d'un, voilà, je crois que c'est essentiel parce que ça fait partie de ce rythme-là, de ce rythme musical interne, de cette musique mystique de Claudel. Il y a une énergie dans la profération de son verbe qui est chaque fois un nouvel appel du pied par le verset. C'est-à-dire on s'arrête, et hop, on recommence sur le suivant, et hop, on recommence sur le suivant. La première expérience que j'ai eue de Claudel, c'était au cours Florent, ça remonte, et c'était Tête d'Or, c'était une mise en scène de Tête d'Or d'une jeune élève qui avait complètement compris elle avait 18 ans, elle avait complètement compris le principe du verset. Elle avait, je jouais Tête d'Or et c'était Loïc Brabant qui jouait Sébès. Et elle avait pris nos brochures, elle les avait annotées, elle nous les avait rendues le lendemain, et donc on lisait, on improvisait en lisant le texte, et en fait, au bout de chaque verset, elle avait fait 1 barre, 2 barres ou 3 barres. Et elle avait un gros bâton comme un brigadier, et on lançait le verset, et bam, elle donnait 1 coup pour 1 barre, 2 coups pour 2 barres, 3 coups pour 3 barres. Et au bout d'un moment, ça devenait vertigineux, c'est presque hypnotique. C'est-à-dire que les mots sortaient, ils étaient arrêtés par 1, 2 ou 3 coups, et hop, on reprenait dans l'énergie de ces coups qu'on venait d'entendre. Ce qui fait que au bout d'un moment, même quand elle donnait plus de brigadier, on entendait ces coups comme un battement. C'est-à-dire qu'on parlait, puis et hop, on reparlait. Voilà, c'était ce qui fait qu'on a travaillé la première partie de Tête d'Or comme ça, et toutes les autres parties, on avait engrangé ce réflexe presque vital du mot et du battement qui existe entre les mots. Et c'était assez fascinant. Et c'est vraiment au bout d'un moment, ça devient vraiment comme une drogue. Parce que c'est un peu comme en chant lyrique, ou quand on est en pleine en surventilation, ça crée une véritable ivresse. On a les sens qui se déploient, on a la tête qui tourne, et on continue. Ça crée presque des formes d'extase. J'exagère peut-être, mais bon, être en extase en jouant, c'est très bien. Mais ça crée ces espèces d'états un peu seconds, où finalement, encore une fois, ce n'est plus du tout la conscience qui parle, c'est le corps lui-même qui produit du sens, qui produit de l'émotion, et qui du coup, je crois véritablement, nous amène à la grande inconscience, au grand inconscient collectif, ce par lequel la poésie de Claudel s'exprime et touche tout le monde, quoi. Ouf, voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire sur ces journées, et sur cette journée et la troisième journée, oui, pour en parler brièvement, c'est une journée qui est très particulière parce il y a plus de lieu vraiment clos. C'est-à-dire qu'il y a le palais, et le palais, mais qui est un palais où les murs sont effondrés, les plafonds sont effondrés. C'est un palais complètement détruit, déjà déstructuré, où la vie est déjà passée, la vie est terminée, c'est tout. On est dans quelque chose d'extrêmement cynique. Sinon, après le palais, il y a la tente sur la plage, qui est une espèce d'entre-deux mondes, la tente de Don Camille avec Denia Prouez, où apparaît l'ange, qui est une espèce d'endroit d'endroit mouvant finalement, entre mer, ciel, une tente. C'est un endroit pas structuré. Et puis sinon, ça se passe sur des bateaux, ça se passe en pleine mer. Il n'y a pas la logeuse se passe dans un endroit absolument sans réalité, c'est-à-dire qu'on voit la dépouille de Léopold Auguste qui pendouille, tenu juste par des filins, etc. La logeuse tape dessus, et lui il a des petits jets de poussière chaque fois qu'elle tape dessus, juste pour récupérer la lettre de Prouez à Rodrigue. Et donc ce sont des scènes qui n'ont pas de réalité tangible dans une structure ou même une structure géographique ou une structure construite, architecturale. On passe complètement dans un univers beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus organique,
Ça commence, la troisième journée commence par la cathédrale de Prague, qui est aussi voilà. On commence par une cathédrale où les saints s'expriment sur leur peuple, tout leur peuple différent. Et il y a Donia Music qui est là et qui parle de son enfant, qui parle de son mari, qui parle du grand travail de pacification, grand travail d'amener Dieu vers les hommes sans Dieu. Et puis cette troisième journée, donc voilà, commence comme ça. Puis après, on est sur les bateaux, on est dans le cynisme, on est dans l'ironie, on est dans la dureté, le rejet, dans la violence de parole, le dégoût. Sauf les trois jalons immenses qui sont les scènes de Donia Prouès, qui sont les trois grands jalons qui amènent Donia Prouès à sa propre résolution, parce que c'est le chant des étoiles de Donia Prouès, cette troisième journée. C'est la révélation avec l'ange, c'est la confrontation, le grand duel thématique avec Don Camille, et puis c'est l'exaltation, la dernière exaltation vers le sublime de leur amour avec Rodrigue. Voilà, c'est une espèce de montée en puissance vers le sacrifice ultime, oui, vers la recherche de l'amour infini, total, pur, l'amour divin. On va créer l'amour divin entre ces deux êtres. Et donc voilà, ces trois grandes étapes jalonnent l'œuvre, enfin la troisième journée, et puis tout ça est entrecoupé justement de scènes libres, violentes, sarcastiques, qui soutiennent cette progression sublime de Donia Prouès et Donia Music, voilà, qui est complètement ivre morte, qui rit. Voilà. Et écoutez, je crois que j'en ai terminé pour cette présentation. Si vous avez quelque chose à rajouter, est-ce que vous avez quelque chose à demander? Est-ce que vous avez des questions? Lady Dascali, c'est Bakary. C'est Bakary. Voilà. Et qui va vous faire une didascalie aux petits oignons pour la logeuse, je crois. Voilà. Et puis oui, pareil, c'est de la même teneur la musique. Tiens, je vais parler de la musique parce que la musique de la troisième journée, chaque fois que Claudel parle de musique dans son œuvre, elle est plus ou moins structurée. Et là, dans la troisième journée, il est véritablement question dans la musique, dès qu'il en parle, de déstructuration. C'est une musique déconstruite, systématiquement. C'est une musique où il dit le petit orchestre joue faux, les instruments ne se répondent pas, ou alors c'est un instrumentiste qui accorde son instrument. Donc on est complètement dans la fin de quelque chose, qui permettra le début d'autre chose dans la quatrième journée. Mais là, c'est vraiment la fin pour moi, c'est la fin de la grande première partie, quoi. Voilà. On finit la grande première partie du Soulier de Satin et Christian Gonon nous enchaînera avec la seconde partie qui est la quatrième journée. Je dévoile un peu les copains, mais bon, voilà. Donc voilà, j'en ai fini. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question?